bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans le premier volet de notre webinaire Faites des freins de votre transformation des opportunités. On est ensemble pour 45 minutes jusqu'à 13 heures. Vous avez, pour rappel, un QR code qui se trouve en bas à droite, que vous pouvez scanner. On vous a posé 2 questions. Les réponses sont anonymes, qu'on débriefera au fil du webinaire. Donc n'hésitez pas à répondre, vous le scannez, vous répondez, et puis on voit ça dans quelques minutes. Donc moi je suis Élodie Perrault. Chez Anthrope, moi ce qui m'intéresse, ça va être de développer la capacité de concertation, d'ajustement des équipes au service des projets que l'entreprise peut mener. Et la base de tout ça, c'est la culture d'entreprise. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Marc Cazeneuve, associé Anthrope, en charge des sujets d'excellence opérationnelle, de performance des processus et d'organisation. Et je suis ravi d'être avec Élodie et vous aujourd'hui pour aborder ce sujet. Pour les personnes qui nous rejoignent, vous avez vu probablement un petit pictogramme avec un QR code. C'est le fameux QR code du questionnaire express de 2 questions qu'on vous propose de remplir. Il suffit simplement de le flasher avec votre téléphone. Les réponses sont anonymes. Et on aura l'occasion de débriefer vos réponses très rapidement dans quelques instants. Alors le programme, que va-t-on voir dans ce volet 1 ? On va déjà s'intéresser à pourquoi on a décidé de parler des freins, parce que ce sujet, on se dit, tout le monde connaît, tout le monde en parle, mais c'est la façon dont on va en parler qui nous a motivés à faire ces 2 webinaires, ce webinaire en 2 volets. Ensuite, on ira explorer les mythes sur les résistances, les idées reçues. Et en 3e grande partie, on verra comment est-ce qu'on peut les aborder, ces résistances et ces freins au changement. Et on terminera par une série de questions-réponses. Donc vous pouvez, dès à présent, si vous en avez déjà, poser vos questions dans le chat. Et a priori, on y répondra plutôt en fin de webinaire, sachant que on n'a que 45 minutes et le programme est déjà bien rempli. Donc on va commencer par, mais pourquoi donc parler des freins ? Ce sujet, Pourquoi parler des freins, Élodie ? Donc oui, bon, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez effectivement sous la fenêtre de diffusion du webinaire dans LinkedIn, vous avez un champ commentaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires à travers ce champ et nous pourrons les revoir au fil de l'eau. Et notamment, comme l'expliquait Élodie, nous avons une petite session questions-réponses à la fin de notre présentation. Alors pourquoi parler des freins ? C'est la question que tu me posais, Élodie, dans la petite vidéo de teasing. On parle souvent des freins parce que lorsqu'on parle de transformation, c'est un sujet. On entend des fois le terme de résistance, des fois le terme de frein, et c'est quelque chose qui apparaît de manière assez systématique et de manière assez rapide dans les échanges que l'on peut avoir avec les managers, avec les directions métiers, mais également avec les directions de la transformation que nous accompagnons. Alors, il y a un petit aussi jeu, une petite différence sémantique. Chez Anthrope, on préfère parler de frein plutôt que de résistance. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que souvent le terme de résistance, c'est les équipes résistent, elles ne veulent pas. Nous, chez Anthrope, on préfère plutôt parler de frein. Et qu'est-ce que c'est pour nous un frein ? Un frein, ce sont tous ces éléments qui ralentissent ou empêchent la mise en place du projet de transformation tel qu'il a été initialement imaginé. Deuxième point, c'est qu'il nous semble important, en tout cas pour Anthrope, c'est que pour dénouer des situations bloquées, et on aura l'occasion d'en discuter avec vous, et Élodie et moi-même vous présenterons des situations très concrètes. La première étape est vraiment de s'intéresser à ces freins, ce qu'ils disent des personnes, de leurs besoins, de leur capacité à changer, mais bien sûr aussi de la capacité de l'organisation à changer. Donc, ces freins ne sont pas uniquement des obstacles, ce sont des sources d'information et Élodie vous présentera ces éléments dans quelques instants. Et puis, comme on vous le disait, si on écoute les freins et si on les prend en compte, ces freins constituent des sources d'infos super importantes, très pertinentes, qui vous permettent d'ajuster votre projet, qui vont vous permettre d'ajuster votre stratégie d'engagement et d'implication pour justement rendre votre projet, le faire passer, nous, ce qu'on dit, du PPT à la réalité. Et donc, un projet de transformation par nature,
il doit évoluer, il évolue à la marge de manière plus ou moins importante et prendre en compte ces freins qui remontent du terrain, c'est une source d'information, une source d'inspiration pour ajuster et on verra comment dans quelques instants. Et puis, pourquoi parler des freins? Eh ben, tout simplement parce que, comme je vous le disais, quand on discute avec les directions de la transformation, c'est un sujet qui remonte très rapidement. Vous avez ici sur votre écran les résultats d'une des questions du benchmark que nous avons organisé auprès de 70 entreprises, un benchmark réalisé en 2025 qui portait sur les défis et les enjeux des directions de la transformation. Et vous voyez devant vous quelques éléments qui nous ont été remontés par la direction de la transformation, les obstacles, ces fameux obstacles qui bloquent ou en tout cas qui empêchent les projets de bien se dérouler. On va trouver l'effet fatigue, les cultures et les habitudes de travail de l'entreprise, mais également le manque d'alignement des différentes directions métiers sur une feuille de route stratégique, etc., etc. Donc, les typologies d'obstacles ou de freins sont nombreuses. Elles occupent beaucoup d'énergie, elles mobilisent beaucoup d'énergie dans les entreprises et on va voir comment les aborder. Je te passe la main, Elodie? Oui. Alors déjà, la réponse au sondage express. Alors, je ne sais pas si vous avez pu scanner le QR code et répondre, mais quelle est la nature un peu des fameux freins que vous avez pu observer dans le dernier... alors, on a le côté... Oui. On a peu de réponses parce que je pense qu'il y a peut-être pas tout le monde n'a pas eu le temps de scanner ou de répondre au questionnaire, en tout cas à cette première question sous forme de triangle. Tu veux la débriefer, Elodie? Qu'on est du côté... Ouais. pas du côté technique, a priori, c'est pas du côté technique, mais Oui. c'est du côté humain. Et on voit qu'il y a quand même deux qui vont aussi tendre entre l'humain et l'organisationnel. Et ça fait complètement, ça va faire complètement la transition, pas tout de suite, mais avec quelque chose qu'on aborde effectivement dans les deux volets du webinaire. Le volet 1, ça va être sur les freins humains, les deuxièmes sur les freins organisationnels. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de voler sur les freins techniques parce que c'est ceux qui peuvent le plus facilement se résoudre finalement. Ce sont des freins, oui, généralement associés au projet, donc on est plutôt sur des questions de moyens, des questions de budget, des questions de compétences, mais qui sont vraiment relatifs à l'univers du projet. Oui, oui. Ben, écoutez, en tout cas, merci pour ceux qui ont pu répondre. Et on va peut-être passer aux idées reçues. Alors, c'est pour ça qu'on a mis les résistances. Ils résistent. Donc, nous, on parle plutôt de freins. Mais quelles sont ces idées reçues? Là, avec Jean-Marc, on a réfléchi à ce qu'on avait pu entendre au cours de différentes missions. On en a sélectionné 5. Il peut y en avoir d'autres, mais celles-ci sont revenues fréquemment. Et on va les passer en revue. La première, Pierre, il est têtu. Effectivement, c'est un trait de personnalité. Alors peut-être que Pierre, il est têtu, pourquoi pas. Mais si on s'arrête là, on ne va pas pouvoir faire de ce frein une richesse. En fait, il s'est avéré que Pierre, il était quand même, il avait une très bonne connaissance de son métier, c'était un bon professionnel. Et en fait, il a très vite vu les limites des nouveaux modules de facturation. Donc, ce qu'il a défendu, c'est pas seulement parce qu'il est têtu, c'est aussi qu'il a vu les inconvénients que ça posait. Une deuxième idée reçue, ils ont peur, le changement c'est normal. Ça aussi, effectivement, on l'a entendu plusieurs fois. Là, c'était l'exemple qu'on peut prendre, là, c'est sur un CRM. Non, mais ils ont peur de l'utiliser. En fait, le temps de saisie était complexe, multiplié par 2. En plus, c'est des personnes qui devaient remplir ce CRM dans des conditions, dans leur voiture, et l'outil n'était pas non plus tellement ergonomique. Donc, ça compliquait très vite la tâche. Et puis, il y a cette petite... je ne sais pas comment on le prononce, Jean-Marc, le WIFM. Le WIFM, tout à fait. Le WIFM. What is in it for me? Finalement, ça me sert à quoi ce nouveau truc que vous voulez absolument qu'on utilise? Voilà. Troisième idée reçue. Ils n'ont pas compris. Il faut leur expliquer ou leur réexpliquer. Alors là aussi, celle-ci,
c'est peut-être la plus fréquente. Le réflexe, c'est de dire, bon, bah, effectivement, la personne en face ne comprend pas. C'est cette incapacité à comprendre. Alors, ce qu'il y a souvent, quand on explique et qu'on réexplique et qu'on n'a pas écouté, ça vient boucher encore plus les oreilles et ça vient renforcer et freiner encore plus ce nouveau process que de la nouvelle organisation qui doit être mise en place. Et ça, le fait d'expliquer et de réexpliquer aurait même tendance, cette idée reçue, à bloquer encore plus la situation. Et moi, c'est ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu échanger avec Jean-Marc. Et puis on vous présentera tout à l'heure un exemple effectivement où nos interlocuteurs pensaient que les personnes n'avaient pas compris le projet alors qu'en fait, elles avaient parfaitement compris. Et l'enjeu, en fait, il n'est pas dans la répétition, comme tu viens de l'expliquer, Elodie, mais il est bien dans la compréhension de pourquoi les gens, en fait, veulent pas avancer. En tout cas, pourquoi ont-ils des hésitations, en tout cas, à s'engager dans le projet. Tout à fait. Complètement. Quatrième idée reçue, c'est la quatrième. La nostalgie, ça aussi. Voilà, la nostalgie, du passé. Mais en fait, là encore, quand on a pu nous parler de nostalgie, on se rendait compte que la nouvelle organisation, finalement, avait un impact fort sur l'autonomie de décision. Et là, quand c'était dans une relation client, et la perte d'autonomie de décision dans la relation au client peut potentiellement dégrader la relation client. Donc là, on parlera tout à l'heure des différents types de freins, mais là, ça vient heurter à la fois l'identité professionnelle et dégrade le service. Donc cette idée reçue, là encore, est contre-productive. Parce que si on s'arrête à l'étape de « ils sont nostalgiques », finalement, on ne résout rien et on ne vient pas enrichir son projet. L'idée étant d'en faire des forces de tous ces freins et de dépasser les idées reçues. La cinquième idée reçue, c'est la fameuse courbe du deuil, Elisabeth Kubler-Ross. Finalement, ça y est, tout le monde la connaît dans l'accompagnement du changement. Mais ça va passer. Voilà, regardez, là, ils sont en bas, la vallée du désespoir, mais bientôt, ça va remonter. Non, ça ne revient pas tout seul, en fait. Le temps, effectivement, peut faire son œuvre, mais en attendant, ça peut être beaucoup de souffrance, beaucoup d'impact aussi sur le delivery. Ça peut être finalement compter uniquement sur le temps. Cette idée reçue, elle peut être assez handicapante, alors que en prenant en compte davantage ce qui se passe sur le terrain, ça permet aussi de lever les difficultés et d'accélérer le changement. Et on ne vous cache pas que parfois, sur exemple de fusion ou autre organisation, des années après, on peut voir les effets de ça va passer tout seul. Et on vous confirme, ce ne sont pas les organisations les plus performantes. Il peut y avoir de la rétention d'informations, toujours. Il peut y avoir de la défiance, de la méfiance. Et en fait, sans remettre à la courbe du deuil et que de toute façon, ça va passer avec le temps, ça peut être un écueil et un handicap important pour le futur. On a fait voilà. On a eu une expérience, Elodie et moi, dans un site de production, effectivement, qui, plusieurs décennies, voire après la fusion ou le rapprochement de deux grosses entités, la segmentation entre ceux qui étaient de la couleur, on va dire, rouge et ceux qui étaient de la couleur bleue ne s'entendaient toujours pas, et il y avait quelque chose qui n'avait pas été géré, qui n'avait pas été traité dans la transformation. Oui, disons que quand il y avait un contexte tendu, il y a toujours un repli sur l'appartenance d'origine. Exactement. Effectivement, la courbe du deuil ne suffit pas. Alors, on parle de danger des idées reçues. On parle de danger, oui, on assume ce mot parce qu'il y a aussi des humains derrière dans les projets de transformation et que ça peut aussi mettre en difficulté. Mais c'est surtout que si elles sont confortables, ces idées reçues, parce qu'elles font porter la responsabilité de la difficulté à changer ou des freins au changement sur les collaborateurs, du ralentissement du projet, finalement, elles ne sont pas très utiles au projet, voire elles le mènent parfois dans le mur, ou alors au moins elles le ralentissent. Alors que l'idée aussi des échanges qu'on a là, c'est de se dire, mais finalement,
quand on va voir sur le terrain, ça peut se transformer en élément pour améliorer le projet et mener le changement dans la bonne direction et atteindre les ambitions qu'on s'est fixées. Mais c'est surtout que le danger, c'est qu'elles occultent la complexité de certaines situations. Et que assez rapidement, il est facile de se retourner vers le confort des causes psychologisantes C'est ça, en fait, ce que tu nous dis, Élodie, c'est que ça correspond un peu, ces idées reçues consistent finalement à faire reposer la responsabilité des problématiques d'implémentation sur les épaules ou sur la psychologie des collaborateurs, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, notre parti pris, en tout cas, et notre expérience montre que c'est extrêmement limitant d'avoir cette perception, finalement. Ok. Oui. Donc ça, c'est... oui, même Alors, du coup, moi, j'ai envie de te dire, Élodie, les collaborateurs, je suis manager opérationnel, on a un changement de système informatique, métier, ou alors on a une réorganisation massive. Les équipes se rapprochent d'autres équipes métiers. On va peut-être même avoir un changement de site. On a des changements de système d'information. Et sur le terrain, je suis manager. J'ai envie de te dire, ça freine, ça résiste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Je dirais on pourrait commencer par un changement de croyance. Et puis, notre conviction, nous, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qu'un frein? Un frein, c'est peut-être le symptôme d'une contrainte qui n'a pas été prise en compte. Donc, il est peut-être temps d'aller voir ce qui se passe auprès des équipes et que ceux qui freinent, peut-être de les considérer comme des lanceurs d'alerte sur un dysfonctionnement possible avec la nouvelle organisation, la nouvelle technique, en fonction du changement. Mais en tout cas, d'être attentif à ce que ce frein veut dire et ce qu'il peut y avoir derrière. Et d'aller donc explorer sur le terrain. Et c'est surtout, alors là, effectivement, on a un frein humain, frein organisationnel, c'est de se dire, de clarifier un petit peu la situation. Plutôt que de dire « il résiste », le grand package « il résiste », d'aller voir de beaucoup plus près et d'arriver à distinguer les freins humains des freins organisationnels. Alors, les freins humains, ça va être quoi? Oui, j'ai envie de te dire, comment on les reconnaît, ces freins humains, en fait? C'est ça, finalement. Les freins humains, ça va être quoi? Une perte de motivation, peut-être une perte d'exigence sur des résultats, ça va être de la méfiance, de la défiance, de la rétention d'informations, quand il y a de la méfiance, de la défiance et de la rétention d'informations. Peut-être des sentiments que les équipes sont plus tendues. Est-ce que ça peut être aussi des retards, par exemple? Plus de retards ou des absences peut-être courtes? Voire des absences, complètement. Ou des personnes qui ne participent plus à des réunions, par exemple? Complètement. Il y a de multiples symptômes de ces contraintes non prises en compte. Et que ça peut effectivement venir attaquer la motivation et démotiver les personnes qui n'ont soit pas les moyens, mais là on va toucher aux freins organisationnels, de mener à bien ce qu'on leur demande de changer finalement. Donc d'un côté on a ces freins humains et de l'autre côté on a les freins organisationnels. Et ça aussi, les idées reçues faisaient peser la culpabilité du retard sur les collaborateurs, mais parfois, il faut ne pas sous-estimer la bonne volonté des collaborateurs, mais il y a parfois des freins organisationnels. Alors ceux-là, voilà, Jean-Marc, tu dis à quoi est-ce qu'on les voit? Oui, comment on les reconnaît aussi? C'est parce qu'on a parlé des freins humains. Comment, moi, en tant que manager, je me dis, tiens, cette situation, elle tient plutôt de freins humains ou elle tient plutôt de freins qui sont liés à mon entreprise, à l'organisation à laquelle j'appartiens? Alors, il y a quelque chose qui est une petite question, c'est de demander à chacune des directions ou des BU de la cible où elles vont et de les faire parler du projet. Et régulièrement, on a des retours, on constate que la cible n'est pas toujours la même. Donc effectivement, en termes de coopération, l'organisation, à l'échelle de l'organisation, la concertation a manqué. Donc ça, c'est un frein pour que les équipes travaillent ensemble, échangent de l'information et coopèrent. Et donc ça, c'est un frein organisationnel. Un frein organisationnel. Et un autre, on en a longuement parlé avec Jean-Marc déjà, c'est l'agilité, la fameuse agilité.
on va la mettre en place. Ah ben les collaborateurs ne sont pas agiles. Mais si on met en place l'agilité dans une structure extrêmement hiérarchique, ils n'auront pas les moyens de mettre en place cette agilité puisqu'ils devront passer par cette hiérarchie. Donc on voit qu'il y a les deux. Aujourd'hui, sur le volet, on va se concentrer sur les freins humains qui sont de plusieurs natures. Là encore, on peut aller clarifier. Quels sont ces freins humains? On dirait que le premier, ça va être une contrainte matérielle. Alors, je vais prendre un exemple d'un projet. C'était la mise en place d'une plateforme auprès que des assisteurs allaient devoir utiliser. Donc des assisteurs qui viennent pour des dépannages, pour des personnes qui appellent pour les dépanner, notamment panne de voiture, etc. Donc, il y a cette plateforme qui se met en place. Donc, il peut y avoir des contraintes dans l'utilisation des outils. Des contraintes de temps, on dit ça peut doubler les temps de saisie. Des contraintes, les différentes contraintes, ça peut être des contraintes de temps, d'argent, d'espace. Il peut y avoir un certain nombre de contraintes matérielles. Est-ce que ça inclut, Elodie, également les contraintes ergonomiques? La facilité d'accès à l'information, la saisie dans les écrans, l'interfaçage avec les autres systèmes? Exactement. Là, on est dans des contraintes réelles. Peut-être aussi que cette technologie, elle demande un temps d'apprentissage. Mais est-ce que ces personnes ont ce temps d'apprentissage? Ça peut être une charge mentale supplémentaire avec plusieurs fenêtres ouvertes. Il y a toutes ces contraintes matérielles qu'on appelle en fait des freins réels. Et à frein réel, réponse réelle. On a un deuxième type de frein. Alors, autant les premiers sont, quand on est interne, on peut à peu près les identifier, autant les freins symboliques sont un peu plus cachés, invisibles, parce que là, ils vont venir toucher à l'identité professionnelle et à l'identité collective. L'identité professionnelle, avec la mise en place de cette plateforme, les assisteurs avaient l'impression que leur métier était déprécié finalement, et que la valeur ajoutée humaine qu'ils avaient risquait d'être impactée. Donc là, ça touche à l'identité individuelle. L'identité collective, c'est par exemple dans les systèmes d'interdit d'obligation, dans les réflexes professionnels, si vous devez être prudent avec beaucoup de vérification avant de délivrer une réponse, et que là, on vous demande d'aller vite et de ne plus suivre ce processus, ça peut venir heurter une croyance forte, une conviction forte et collective. Et là, on parle de freins symboliques. Et c'est très différent des freins réels et on ne les adresse pas de la même façon. On va travailler sur le sens. Et Elodie, ces freins symboliques, comment? Alors, les freins réels, on comprend les obstacles, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas évident. Comment ces freins symboliques sont identifiés? Ce sont les gens qui ont certaines postures, ce sont les collaborateurs qui en parlent. Concrètement, comment les caractériser, en tout cas déjà les identifier, en fait, ces freins symboliques? C'est par du questionnement, de l'observation si en situation de travail, et puis en questionnant l'histoire. Et ce qui est important pour les personnes dans leur travail, et ce que ça vient heurter. Et ça, effectivement, c'est vraiment par le questionnement, l'écoute, voire l'exploration de cette histoire, aussi du contexte et de comment s'est construit le collectif, comment se sont construits ces réflexes professionnels, et ce qui est important dans ce contexte. Un troisième point, ça va être les freins imaginaires. Alors là, c'est un petit peu les fantasmes irraisonnés. C'est la peur, là, si je reprends cet exemple avec la plateforme, là, c'était la peur de perdre son travail, la peur de dégrader la qualité de service aux clients. Et ce qui avait fait qu'il y avait eu des rumeurs et de la peur irraisonnée. Donc ça a été important de l'identifier, parce qu'un des leviers pour accompagner le changement, c'était justement d'actionner encore plus la peur, ce qui paralysait un petit peu le projet. Et finalement, je vais en reparler peut-être en lien avec la diapositive suivante, sur cette pyramide du changement. On a ce modèle en tête, on a ces étapes en tête chez Anthrope, c'est-à-dire que
avant d'agir, il y a quelques étapes préalables. Avant d'agir, il faut déjà connaître un projet et ne pas avancer dans l'évidence. Donc, le connaître en détail. Et là, il peut y avoir des freins imaginaires. Si les personnes connaissent mal le projet, que l'information n'a pas bien circulé, qu'elle n'est pas suffisamment détaillée, que les personnes ne comprennent pas complètement ce que le projet impacte pour eux, alors là, ça va être une machine à alimenter les freins imaginaires et les rumeurs. Et dans ces cas-là, ce qu'il est important, c'est de sonder le niveau de connaissance du projet sur le terrain et auprès des équipes. Et ça, on le fait, nous, avec le barreau flash, sur les différents niveaux, et pas avancer dans l'évidence que les personnes connaissent le projet et ses impacts. Donc là, il s'agit effectivement de passer par cette première étape, sinon c'est là vous enclenchez la machine à rumeurs. Et l'idée, c'est de pouvoir apaiser ces appréhensions et ces peurs. Donc en tout cas, d'y répondre et de donner des réponses très concrètes. Ensuite, on a les étapes de comprendre et adhérer. C'est vrai que l'étape après connaître, encore faut-il comprendre le projet, le sens qu'il peut avoir et ce que ça peut apporter à l'entreprise, à l'équipe et à la personne. Et voir les impacts positifs ou négatifs de ce projet sur son propre job. Sur son propre job, voilà, comment ça m'impacte moi, comment ça impacte mon équipe et comment ça impacte l'entreprise. Comme tu le disais, Jean-Marc, positif ou négatif. Et ça, ce sont les préalables avant d'adhérer. Et si ces préalables ne sont pas remplis, là, on peut avoir à la fois les freins symboliques, en disant mais ça vient effectivement détériorer la qualité de la relation client, on perd notre métier, donc ça, ce sont les freins symboliques. Et les freins réels, on ouvre 5 tableaux, l'ergonomie n'y est pas, je perds du temps, c'est une charge mentale. Donc, dans ces cas-là, il y a 2 réponses. C'est effectivement de travailler l'ergonomie d'un côté. Et là, je vous disais tout à l'heure sur les freins imaginaires, quand les personnes se disaient mais on ne va plus avoir de travail, ça vient en plus toucher notre identité métier. Là, finalement, le projet a été retravaillé en disant on arrête de faire. Moi, je leur ai dit arrêtez de faire peur, ça n'est pas opérant, au contraire. Mais par contre, allez sur le métier auquel les personnes sont attachées et voyez comment développer la plateforme pour que ça vienne renforcer le métier d'assisteur et que cette assistance aux personnes en panne soit davantage opérante et efficace. Et si c'est développé dans ce sens-là, effectivement, ça a permis d'apaiser toutes ces craintes et les contraintes perçues des personnes. Donc la conclusion, c'est qu'en fonction du type de frein, finalement, qu'on va pouvoir percevoir, qu'ils soient symboliques, réels ou imaginaires, chacun de ces types de freins humains correspond finalement à une étape de la pyramide, en tout cas une étape de maturité dans la transformation et le passage à l'action finalement. Complètement. Et il est important de clarifier entre ces 3 types de freins lesquels sont enfin, derrière quel type de contraintes font face les collaborateurs pour identifier les réponses à apporter. Sachant que derrière des freins imaginaires, si on tire un peu le fil, souvent il y a des freins symboliques ou des freins réels. Voilà. Souvent les gens perdent quelque chose, donc de regarder comment répondre à ça. Et c'est en répondant à ces freins-là que vous pouvez affiner votre projet et faire de ces informations des opportunités pour l'ajuster ou lui donner davantage de sens, justement quand il s'agit là de l'exemple des assisteurs. Mais parfois, il est aussi important de regarder ce qui se passe du côté de l'organisation. Là, on parle des freins organisationnels qui seront beaucoup plus détaillés dans le volet 2. Et comme je disais tout à l'heure, l'exemple qui me plaît beaucoup, c'est le déploiement de l'agilité dans une structure extrêmement hiérarchique. Donc là, ça ne marche pas en fait. Alors peut-être que les collaborateurs connaissent, comprennent, adhèrent au projet, mais au moment de le mettre en œuvre, la façon dont est organisée l'entreprise peut venir bloquer des initiatives et décourager aussi. Donc là, il est important aussi d'identifier les freins organisationnels. Et ça, on verra donc le volet 2. Ce sera la prochaine. Le 5 novembre avec Jean-Charles Inglaise. Super. Exactement. Donc c'était la partie sur les freins humains. Alors, je crois qu'il est temps de débriefer justement la seconde question qu'on vous a posée, c'est comment captez-vous ces fameux signaux du terrain durant votre projet de transformation pour savoir si vous avez des freins, si les gens adhèrent au projet, si les gens n'adhèrent pas au projet. Et c'est la seconde question qu'on vous a posée.
Eh bien, écoutez, qu'est-ce que l'on voit? On voit que principalement, ces fameux signes du terrain, vous les identifiez par des échanges avec les collaborateurs, mais également ça peut être via des discussions informelles autour de la machine à café. Ça peut être aussi à la cantine, par exemple. Et puis, je vois que certaines personnes ont répondu en effectuant des enquêtes de suivi. Ça, c'est intéressant. Lorsque vous menez un projet de transformation, c'est de posséder une enquête, en tout cas de mettre en place un petit système d'enquête que vous pourrez répéter à intervalles réguliers, pas trop souvent évidemment, mais à intervalles réguliers pour sonder le niveau de connaissance, de compréhension, d'adhésion et d'action des collaborateurs à votre projet. Et puis on a quelques autres pistes pour collecter ces signaux. Quelqu'un nous a dit, voilà, discussion de groupe, échange avec les instances représentatives du personnel, les fameuses IRP. Ça peut être Et très... pardon? Je dis ça peut être très très riche, les discussions avec les IRP. Pourtant, ça fait peur. Ça peut faire peur, mais alors moi j'ai Oui. toujours trouvé ça, voilà, il y a un contact avec le terrain et puis un espace de parole qui n'est pas le même forcément qu'avec les RH, donc on recueille pas le même type d'informations. Mais moi j'aurais envie de dire que c'est extrêmement complémentaire en fait, et que il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une vérité qui va sortir d'une source, mais c'est effectivement en multipliant aussi les remontées d'informations qu'on s'approche le plus des contraintes que peut rencontrer le projet et les collaborateurs dans ce projet sur le terrain, et que c'est en multipliant, en étant un petit peu une tour de contrôle, qu'on va pouvoir faire de ces freins une richesse et des opportunités. Bon, merci en tout cas pour vos réponses. Merci pour vos réponses. On attaque la dernière partie de notre webinaire. C'est en fait, vous le savez, Anthrope est activement impliqué au sein de l'Institut de la sociodynamique. Certains associés Anthrope sont au conseil d'administration. Anthrope est également sponsor du prochain campus de l'innovation managériale qui se tiendra le 22 novembre sur Paris. Et dans ce webinaire, on souhaitait partager avec vous les éclairages et les apports de la sociodynamique pour justement identifier ces fameux levées d'action à partir des freins et des résistances. Donc voilà, c'est l'ouverture sur la pratique sociodynamique. Le premier élément qu'on souhaitait partager avec vous, c'est qu'effectivement, en sociodynamique, on va réfléchir autour de deux grands principes. La synergie, à savoir quel est le niveau de synergie entre les collaborateurs et le projet. Donc la synergie, ce sont tous ces éléments qui tendent à rapprocher les individus sur un sujet, sur un projet de transformation donné. Et puis, par opposition, le second concept qui est important, c'est l'antagonisme. C'est par opposition à la synergie, quels sont les éléments qui tendent à éloigner ou à distancier les collaborateurs d'un projet de transformation. Et le premier rapport de la sociodynamique, c'est qu'en général, en entreprise, on entend les gens soit sont pour ou sont contre le projet. Donc, ils sont soit en synergie, soit en antagonisme. C'est un peu le discours qu'on entend de manière assez régulière. Et la sociodynamique apporte un éclairage très intéressant en nous disant, au lieu d'opposer ces deux concepts, il est important de les combiner. Et on va voir la richesse de lecture que cette combinaison propose. Parce que dans la vraie vie, on peut être à la fois pour un projet, donc on est synergie pour certaines raisons, mais on peut être également opposé, avoir un certain niveau d'antagonisme pour le même projet, mais pour d'autres raisons. Et cette combinaison des synergies d'antagonisme permet de définir ce qu'on appelle en sociodynamique la carte des partenaires. Alors, je vous la présente visuellement, sans rentrer forcément dans les détails, parce qu'il faudrait un peu plus de temps pour pouvoir vous l'expliciter. Mais en fonction du niveau de synergie, du niveau d'antagonisme, on va pouvoir positionner l'ensemble des parties prenantes d'un projet de transformation. Et on va pouvoir identifier des grandes catégories, des collaborateurs et des collaboratrices qu'on va nous juger passifs, c'est-à-dire qui sont moyennement intéressés ou intéressés, mais sans forcément passer à l'action ou proposer leur aide pour le déploiement du projet. Et ils ont un niveau d'antagonisme faible, voire moyen. Mais c'est pas forcément les passifs sur lesquels on va s'intéresser. La sociodynamique nous dit quoi? La sociodynamique nous dit qu'en fait, il y a deux populations très intéressantes à contacter, justement pour comprendre quels sont leurs freins
ou en tout cas leurs objections au projet. Il s'agit des concertatifs, le triangle en haut de notre schéma, de la carte des partenaires, et également les hésitants, qui sont des gens qui sont à la frontière entre synergie et antagonisme. Et pour boucler avec ce que Élodie disait, la première étape, en fait, pour comprendre les blocages ou les freins d'un projet de transformation, c'est d'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain, rencontrer les personnes, les interroger, les faire réagir, écouter leurs idées. Et ce que nous dit la sociodynamique, c'est que pour gagner du temps et être efficace et collecter les bons retours, il est préférable d'aller interroger les concertatifs et les hésitants qui vont avoir envie de participer au projet, mais qui en même temps vont apporter leurs questions, parfois leur contre-proposition. Et ce sont ces éléments que vous allez pouvoir collecter sur le terrain et qui vont vous permettre soit d'affiner votre communication, soit d'affiner votre argumentaire, soit d'impliquer différemment les populations. Et donc, c'est vraiment en allant voir ces concertatifs et ces hésitants que vous allez pouvoir récupérer une mine d'informations extrêmement riche. Alors, personnellement, moi, j'aime beaucoup aussi rencontrer les opposants, voire les irréductibles, parce que chez les opposants, il peut y avoir des personnes extrêmement attachées à leur métier, qui ont un historique, qui vont peut-être moins comprendre le changement, mais qui vont avoir cette profondeur historique pour rééclairer les changements actuels, inscrire aussi le changement dans une histoire. Puis ceux qui protestent et qui s'opposent, moi en général, je demande à les avoir en entretien, personnellement. Et par l'écoute, je trouve qu'on recueille un maximum d'informations. Donc au-delà de la sociodynamique, moi j'irai aussi voir les opposants, voire les irréductibles. C'est petite parenthèse. Mais comment sa stratégie? En tout cas, le principe, le message clé, c'est on peut aller voir qui on veut, bien sûr, mais Oui. que il y a des populations qui sont plus intéressantes que d'autres parce qu'elles ont des arguments pour et contre, elles ont des contre-propositions à faire et elles sont prêtes à investir de l'énergie dans le projet, voilà, et le faire Ouais. évoluer. Donc, et cet outil de carte des partenaires, dans les projets de transformation, on conseille souvent de l'utiliser. On a un exemple d'accompagnement qui s'est terminé il y a quelques semaines chez un client industriel. Un gros programme de transformation avait été lancé sur notamment les pratiques projets et l'équipe qui pilotait ce changement, cette transformation, nous a contactés parce qu'elle a eu le sentiment d'être dans une impasse. Et je me souviens bien du briefing qu'on a reçu. On nous a dit les gens sont contre le projet. Et il y avait vraiment cette opposition entre synergie et antagonisme. Et notre cabinet Anthrope a été sollicité pour justement analyser la situation et comment dénouer en fait ce qui était perçu comme une impasse. Et notamment en travaillant grâce à la carte des partenaires que vous avez devant vos yeux, on a pu sélectionner certains interlocuteurs pour aller les interroger et analyser leur positionnement pour se rendre compte que finalement, les gens n'étaient pas forcément irréductibles ou des opposants irréductibles au projet, mais qu'ils étaient plutôt passifs, voire hésitants. Donc, cette carte des partenaires, elle est vraiment très utile pour comprendre le positionnement et analyser le positionnement de chacune des parties prenantes vis-à-vis du projet. Merci pour ce complément, Jean-Marc, sociodynamique. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires, si vous en avez, avant de passer au mémo. Voilà. Mémo pour faire des freins des opportunités. Je te laisse. Ouais, on se disait avec Élodie, quels sont les messages clés qu'on souhaite partager avec vous. On a identifié 6. Le premier, c'est que se rappeler qu'une résistance ou un frein est le symptôme, ou peut-être le symptôme d'une contrainte qui n'a pas été prise en compte. C'est pas forcément un désir de résister ou d'être contre un projet, mais c'est peut-être une contrainte qui n'a pas été correctement entendue ou prise en compte dans le projet de transformation. Et puis c'est aussi, en deuxième, d'oser dépasser, je rajouterai le confort des idées reçues, d'aller au-delà
effectivement de l'aspect psychologisant. C'est pas facile à dire, l'aspect psychologisant. Psychologisant. Le troisième point qu'on souhaitait partager avec vous, c'est ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants, via la carte des partenaires et la sociodynamique. C'est, au lieu d'opposer antagonisme et synergie, ne les opposons pas. Il faut plutôt les combiner. Donc, c'est de ne pas se dire qu'on est soit pour ou contre un projet, mais on peut être à la fois en synergie et en antagonisme. Et ça donne un niveau de lecture beaucoup plus riche et beaucoup plus pertinent et efficace pour piloter votre projet. Et puis, c'est aussi oser aller sur le terrain, écouter, consulter les parties prenantes. Là, vous ferez effectivement des freins une richesse. Allez comprendre ce qui bloque, ce qui ralentit, et intéressez-vous. Et ensuite, c'est aussi de prendre ces informations et de possiblement retravailler le projet, et même on vous encourage à retravailler le projet avec ces nouveaux éléments. Et là, vous donnez des chances, voire de l'accélération. Le cinquième point qu'on souhaitait partager avec vous, c'est aussi donc savoir distinguer les types de freins qu'Élodie vous a présenté, les freins humains réels, symboliques, imaginaires. Pourquoi ? Parce que selon le type de frein, on va pouvoir apporter des réponses différentes. On l'a vu avec notamment la pyramide du changement. En fonction des freins observés, il faudra peut-être mieux communiquer, ou il faudra mieux expliquer les impacts. Il faudra écouter les questions ou les interrogations que les gens peuvent avoir sur le projet et travailler sur l'adhésion. Donc, en fonction de la typologie du frein, des actions différentes. Et puis s'appuyer sur un partenaire extérieur, entre autres par exemple, ça peut aussi vous faire gagner du temps, notamment pour identifier des freins symboliques qui là sont davantage invisibles et plus durs à identifier quand on est déjà à l'intérieur. Et le regard extérieur permet aussi de voir la culture qui est celle de l'entreprise et qui peut bloquer un nouveau projet. Alors nous avons en commentaire Alors, nous avons une question, tout à fait. Pardon, oui. Vas-y, lis. Lila, je te laisse. Pardon. Marion qui nous dit « Merci beaucoup pour votre intervention riche. Une question est la question du frein économique. On sait que la transformation prend du temps. Écouter les freins, questionner, rencontrer les interlocuteurs pour comprendre les freins et les lever. Comment faites-vous pour dépasser ce frein, sachant que certains secteurs n'ont plus d'argent dans la culture ?» Moi, je parlerai d'investissement. Oui, alors nous, on parle souvent d'investissement. Alors, Marion, ce qui est intéressant, merci pour votre question, c'est que, alors moi, je donne mon point de vue, et Élodie, peut-être Oui. vas-y. Il me semble, en fait, quand on rentre dans une intervention, on propose une intervention, souvent les clients ne comprennent pas pourquoi du temps ou donc du budget est dédié à l'écoute des parties prenantes. Et donc, il y a tout un travail d'acculturation, notamment des CODIR, des COMEX, pour expliquer toute l'importance d'écouter. Alors, peut-être pas écouter tout le monde, mais écouter de manière smart, en mobilisant le minimum les personnes avec les bons canaux. Ça peut être des entretiens en face à face, ça peut être des ateliers collectifs, ça peut être des questionnaires en ligne. Les options sont multiples et c'est toujours intégrer un temps d'écoute, parce que notre argumentaire, c'est que ce temps d'écoute va permettre de gagner beaucoup de temps, notamment dans le déploiement du projet, que ce soit un projet d'organisation ou un projet technique ou un projet de changement de métier, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'on vend, c'est vraiment un gain de temps. Il vaut mieux dépenser un peu de temps à l'écouter plutôt qu'en perdre beaucoup plus par la suite. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter, ce qui peut freiner les personnes qui tiennent les cordons de la bourse dans ce que nous, on voit comme un investissement, mais d'entendre aussi quels sont leurs freins réels, hein, puisque là, on est sur un budget, sur la répartition de l'argent et sur la répartition d'un temps d'écoute. Après, il y a plusieurs, effectivement, façons d'investiguer et d'écouter le terrain. Ce n'est pas forcément un investissement important au regard des enjeux. C'est aussi de mettre les deux. Mais de commencer par questionner aussi les personnes qui lancent ces projets de transfo dans la culture. Et pour compléter nos réponses, Marion, simplement une illustration très concrète. Si le client nous dit on a peu de budget pour écouter, on peut proposer deux options, c'est à savoir avoir un nombre d'entretiens individuels limité, mais avec des profils
très variés pour justement jouer sur la diversité. Ou alors, une autre option, ça peut être de dire qu'on ne fait pas d'entretien individuel, mais on préfère animer un atelier qui va lui-même mobiliser une quinzaine de personnes. Et donc, pour le même temps de mobilisation, on va pouvoir, de notre côté, et donc pour le même budget, on va pouvoir collecter 15 fois plus, par exemple, d'informations. Voilà. Oui, on ne collecte pas les mêmes informations, mais c'est vrai que ça peut aussi se faire en groupe. Merci Marion pour ta question. Prochaines étapes, Élodie ? Oui, prochaines étapes. Le 5 novembre, nous aurons le volet 2 sur les freins organisationnels. Il n'y a pas que les humains qui freinent, il y a aussi les organisations. Et là, il y aura Jean-Charles Inglaise qui se joindra à nous, puisqu'il mène aussi des projets, des grands projets programmes. Donc, il les connaît, les freins organisationnels. Il aura certainement de belles anecdotes à partager. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, nos publications. Et puis également sur notre blog. En tout cas, merci à tous de votre participation à ce webinaire. Au plaisir de vous retrouver le 5 novembre. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou autre. À très bientôt. À l'adresse mail contact@tontrop.fr. Bonne fin de journée à tous et bon Merci appétit. à tous. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.